Donc, de différencier les troubles induits par une substance versus les troubles primaires, savoir mieux adapter les soins en collaboration avec le patient, améliorer sa capacité à gérer les zones de flot diagnostic et déterminer un suivi sécuritaire à moyen et long terme pour les patients qui présentent des troubles concomitants. Donc, voici une présentation clinique pour se mettre un peu dans la perspective de flou diagnostic puis de complexité des troubles concomitants. Donc, Mme Souffre est une femme de 32 ans qui est sans enfant, qui présente des épisodes d'automutilation à l'adolescence, une tentative de suicide à 19 ans. Donc, elle a été traitée à l'époque avec des antidépresseurs, cessée après 6 mois. En ce moment, elle avait un travail stable, elle est en couple depuis 5 ans et elle vit une séparation depuis 8 mois. Et suite à cette séparation, on note qu'il y a une augmentation graduelle de la consommation allant de 5 à 8 consommations par jour depuis cette séparation. Et elle consulte un médecin pour des symptômes dépressifs. Elle tente de cesser l'alcool, mais elle reprend rapidement l'alcool car elle se sent trop anxieuse ou déprimée. Donc, dans une telle présentation clinique, on peut avoir différentes hypothèses diagnostiques et finalement, ce qui va nous permettre de clarifier un peu qu'est-ce qui est actif en termes de comorbidité, c'est vraiment les rencontres avec madame pour la clarification diagnostique qui va nous permettre de le faire. Donc, la fameuse expression le feu, la poule, franchement, c'est quand même, ça peut être un défi là, en présence d'un trouble concomitant parce qu'évidemment, qui dit trouble d'usage en tant que tel, on peut aussi retrouver différents troubles induits par une substance, notamment les intoxications, les sevrages. Ensuite, certaines substances peuvent précipiter des troubles de l'humeur, des troubles anxieux ou encore des troubles psychotiques. On peut retrouver aussi des troubles neurocognitifs comme troubles induits, des troubles du sommeil, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, la panoplie de troubles induits qu'on peut retrouver est assez vaste. Et pourquoi on parle de troubles induits versus troubles primaires? Donc, vraiment, trouble primaire, ça signifie que c'est un trouble psychiatrique dont l'origine n'est pas liée à la substance. Donc, il est vraiment dit indépendant. Donc, un trouble induit, si on regarde les critères de base, puis il y a différents troubles induits, les symptômes doivent se développer durant ou peu de temps après une intoxication, un sevrage ou une exposition à une substance. La substance impliquée a le potentiel de créer des symptômes et ça va générer une détresse et un dysfonctionnement. Donc, ce sont vraiment 3 critères assez majeurs à retenir. Et ce n'est pas uniquement un délirium. Donc, un délirium, c'est plutôt une condition aiguë qui ne sera pas nécessairement traitée de la même façon. Et un trouble induit ne sera pas mieux expliqué par un trouble primaire. Donc, automatiquement, lorsqu'on a un trouble primaire, on parle plutôt d'un trouble primaire avec des symptômes induits surajoutés. Donc, le trouble n'est pas expliqué par un trouble primaire lorsqu'on parle de trouble induit. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas présence de symptômes où l'on court à des moments spécifiques et que à des moments spécifiques, par exemple, où il n'y a aucune consommation et que c'est toujours des symptômes qui sont apparus suite à une intoxication aiguë ou des sevrages, ça peut nous orienter vers un trouble induit. Donc, voici quelques exemples qui nous orientent vers un trouble primaire, mais sachez que nous sommes souvent confrontés à plusieurs incertitudes lorsqu'on évalue les patients. Donc, notamment, si on a des symptômes qui précèdent l'utilisation d'une substance, c'est-à-dire une personne qui développe des symptômes dépressifs et suite aux symptômes dépressifs, graduellement augmente sa consommation. Donc, ça peut être une indication de trouble primaire. S'il y a des symptômes qui persistent pour une période de temps significative après des phases d'intoxication, sevrage. Donc, généralement, trouble induit, on parle d'un trouble qui devrait se résoudre dans le mois suivant la consommation. Et lorsque les symptômes persistent au-delà de ce mois-là, souvent on a une suspicion additionnelle de trouble primaire.
Évidemment, si c'est des historiques d'épisodes sans implication de la substance, ça nous permet de clarifier davantage. On doit toujours évidemment prendre en compte le contexte d'apparition, l'évolution, les autres facteurs qu'on peut retrouver à l'histoire, notamment les premiers symptômes qui sont apparus à l'adolescence, à l'âge adulte, s'ils sont parvenus dans un contexte de stresseur spécifique, etc. Donc, vraiment, on fait une anamnèse en bonne et due forme, mais où la temporalité avec les périodes de sobriété et de consommation va être particulièrement importante à faire. Donc, comme je disais, la temporalité est très importante, donc la chronologie d'apparition, début avant versus après le début de la consommation. Ensuite, l'âge d'apparition, selon les troubles, que ce soit les troubles psychotiques, maladies bipolaires, troubles anxieux, souvent il y a quand même certaines prévalences plus importantes à différents âges où là, l'apparition va être plus commune, plus attendue. Donc, par exemple, les troubles psychotiques d'ordinaire se développent graduellement dans la vingtaine, alors qu'une personne qui présente un premier épisode dans la quarantaine, bien sûr, il y a une possibilité que ce soit un trouble primaire, mais globalement, lorsqu'on est une personne qui consomme, qui a ses premiers symptômes psychotiques dans la quarantaine, il y a quand même de plus fortes chances qu'on soit en présence d'un trouble induit. Ensuite, l'évolution dans le temps, comment les symptômes se résolvent au fil du temps. Est-ce que des symptômes dépressifs se résolvent après quelques jours d'arrêt de consommation de l'alcool versus est-ce qu'ils persistent après 3-4 semaines après l'arrêt de la consommation d'alcool? Ces éléments-là peuvent aussi nous aiguiller dans le profil de trouble. Est-ce qu'on a un trouble primaire versus induit? À noter que bien que le DSM mette une balise de 1 mois pour parler d'un trouble induit, il y a quand même une certaine variabilité selon les substances. Comme par exemple le cristalmètre, il y a quand même plusieurs personnes qui semblent avoir des symptômes psychotiques qui persistent au-delà de ce mois-là, notamment pour des consommateurs assez significatifs de cette substance-là, pour ne nommer que cet exemple, parce qu'on pourrait en avoir d'autres. Ensuite, le type de substance versus les symptômes objectivés. Donc, par exemple, une personne qui présente des symptômes dépressifs pendant un sevrage de cocaïne, il s'agit d'une présentation qui peut être attendue. Donc, généralement, on parle de crash, entre guillemets, mais les gens présentent souvent un tableau dépressif amorphe avec une certaine anédonie. Donc, c'est un tableau attendu versus une personne qui présente des symptômes psychotiques après une prise de benzodiazépine. Alors, c'est une combinaison plus atypique. Alors, à ce moment-là, est-ce que ça nous aiguille, est-ce que ça nous oriente davantage au niveau de notre suspicion d'un trouble primaire? La quantité consommée aussi peut nous orienter dans le questionnaire, c'est-à-dire un individu qui va développer un épisode de psychose après avoir consommé un demi-comprimé d'amphétamine versus un individu qui développe un épisode de psychose après une consommation aiguë de plusieurs amphétamines par jour pendant plusieurs jours vont nous orienter différemment. Un demi-comprimé d'amphétamine, c'est quand même une petite quantité, et donc ça nous indique une grande vulnérabilité biologique pour les symptômes de psychose. Ensuite, d'autres facteurs à prendre en compte, les périodes, comme je nommais plus tôt, de la temporalité et l'historique, ce sont vraiment ces éléments-là qui vont vraiment nous aider à clarifier graduellement le diagnostic. Donc, lors des périodes d'abstinence prolongée, est-ce qu'on a une résolution versus une persistance des symptômes? Et si oui, quels symptômes? Donc, souvent, ces périodes-là vont être quand même très, très chères à l'histoire pour nous permettre de clarifier finalement quels sont les symptômes primaires. Puis aussi, si jamais des traitements pharmacologiques à ces moments-là, justement, l'efficacité de ces traitements-là durant ces périodes d'abstinence prolongée. Autre point à considérer, c'est la typologie et la sévérité des symptômes. Donc, par exemple, les symptômes négatifs, la désorganisation de la pensée orientent moins vers un trouble psychotique induit et davantage vers un trouble psychotique primaire. On aura certainement la chance de parler en plus ample détail sur les symptômes négatifs, par exemple, mais généralement, ce sont des symptômes qu'on voit davantage dans les troubles primaires, comme par exemple la schizophrénie. Les dépressions, au niveau des symptômes dépressifs, chez
personnes qui consomment de l'alcool de façon active, une dépression qui présente des symptômes de psychose avec l'alcool peut être un peu plus atypique que les symptômes anxio-dépressifs qu'on peut observer assez fréquemment là, chez des patients qui consomment activement de l'alcool de façon régulière. Donc, pour nos patients qui ont des troubles d'usage de modéré à sévère. À noter aussi, toujours avec les patients dans la temporalité, est-ce que les rechutes ont un lien ou non avec la consommation? L'historique familial, donc c'est quoi la diathèse familiale, la génétique familiale, est-ce qu'il y a des troubles d'usage, troubles anxieux, troubles psychotiques, maladies bipolaires, dépressifs, etc. Il faut vraiment bien comprendre quelles sont les prédispositions de la personne devant nous. Puis aussi les antécédents psychiatriques personnels qui vont nous aider à nous orienter. Donc, à garder en tête tout au long de votre évaluation l'historique d'utilisation des substances en incluant les épisodes de sobriété autant que possible, puis aussi en tentant de voir si des épisodes, des périodes où la consommation était moins intense, si jamais il n'y a pas de période de sobriété ou plus intense. Les antécédents familiaux, l'historique et fonctionnement prémorbide, la temporalité d'apparition des symptômes et de la consommation, puis la typologie des symptômes, ainsi que leur sévérité et leur évolution. Donc, en résumé, là, toujours garder en tête ces éléments clés-là, puis cela peut nous aider quand même à nous orienter après dans la clarification du diagnostic. Puis lorsque c'est possible, là, je l'ai nommé un peu plus tôt, mais on peut explorer plus en détail les symptômes lors des périodes d'arrêt de consommation ou de thérapie résidentielle. Pour certains patients aussi, ça va être des périodes d'incarcération, même si on sait qu'il peut y avoir de la consommation quand même en milieu carcéral, mais ça peut être des périodes où il y a une meilleure stabilité, parfois même au niveau psychiatrique, dans certains cas. Donc, ensuite, ce qui va souvent nous aider à peaufiner notre clarification diagnostique, c'est les informations collatérales. Donc, notamment les dossiers antérieurs sont souvent riches d'informations. Lorsqu'il y a eu d'autres équipes qui ont été impliquées aussi, les proches, lorsqu'on a l'opportunité de discuter avec un proche, que ce soit un membre de la famille ou même un ami qui connaît bien l'individu, ça peut souvent nous aider à orienter notre diagnostic différentiel. Puis idéalement, on va avoir plusieurs sources d'informations complémentaires. Donc, et pourquoi on veut avoir plusieurs sources d'informations complémentaires? Parce que qui dit trouble concomitant dit souvent qu'il y a plusieurs comorbidités à tenter de clarifier. Donc, souvent, ils vont s'influencer les uns des autres. Donc, ça peut être plus difficile de départager les différents diagnostics. Donc, idéalement, pour ce faire, on planifie plusieurs rencontres, notamment parce que ça permet aux patients de réfléchir aux questions que nous posons, à peut-être apporter d'autres informations complémentaires suite aux précédentes rencontres. Puis ça nous permet aussi d'objectiver finalement la présentation clinique d'une rencontre à l'autre, comment les choses évoluent. Et à l'examen mental aussi. On veut faire attention aux évaluations en urgence, soit les patients se présentent en état de crise ou en intoxication aiguë à l'urgence. On en prend compte, mais on va faire attention à ce que ça signe comme diagnostic. Un classique, c'est souvent les gens vont être diagnostiqués psychose induite à l'urgence, alors qu'effectivement, ils sont présentés en état d'agitation, mais est-ce que ce n'est pas plutôt un état d'intoxication aiguë? Donc, c'est important d'en tenir compte, d'avoir l'information en main, mais vraiment de faire attention et de mettre tout ça en perspective, notamment parce qu'on doit rester conscient du risque de ou de sous-diagnostiquer les différentes comorbidités chez les patients qui présentent des troubles induits versus primaires et donc souvent un trouble concomitant. Et donc, on aura besoin de réévaluer en fonction de l'évolution dans le temps là, des diagnostics. Donc, c'est très possible que les diagnostics changent en cours de suivi. Le diagnostic peut demeurer parfois et souvent flou pendant un certain temps. Donc, on doit tolérer ce flou diagnostique et puis orienter nos interventions dans ce qui fait le plus de sens pour le patient devant nous. Donc,
on n'a pas de test diagnostic biométrique, biologique clair qui nous dit qu'une telle personne va souffrir d'un trouble anxieux ou d'un trouble psychotique. Donc, on doit vraiment se baser sur l'anamnèse, sur ce que le patient nous dévoile et les informations collatérales auxquelles on peut avoir accès lorsque c'est le cas. Donc, l'anamnèse est importante, mais en soi peut aussi présenter certaines limites. On a aussi, les présentations cliniques peuvent être très, très variées et influencées par différents aspects biopsychosociaux comme la culture, la période de vie dans laquelle la personne se présente, s'il y a d'autres conditions médicales, d'autres comorbidités. Donc, ce sont tous des éléments là, à prendre en compte et qui peuvent influencer là, le flou diagnostique qui peut être présent pendant un certain temps. L'évolution, parfois et même souvent, va être nécessaire pour éventuellement établir un diagnostic plus formel, comme par exemple une personne qui peut se présenter avec ce qui semble être un trouble d'adaptation, mais qui éventuellement va avoir un tableau d'une dépression, un épisode dépressif caractérisé plus franc. Et puis là, si une personne a déjà fait des épisodes dépressifs et qu'un jour on objective, on observe un épisode d'hypomanie ou de manie, notre diagnostic initial, le trouble d'adaptation versus une dépression, change éventuellement vers une maladie bipolaire. Et donc, souvent, ça va vraiment être l'évolution qui va nous orienter. Même chose pour des troubles psychotiques induits versus un trouble psychotique primaire, tel que par exemple un trouble psychotique non spécifié ou une schizophrénie. Ces choses-là peuvent aussi se clarifier là, avec le temps. Autre chose à garder en esprit, c'est que qui dit trouble induit ne veut pas nécessairement dire pas de traitement psychiatrique. Plusieurs personnes vont nécessiter des traitements, même s'il s'agit d'un trouble induit. Par exemple, pour ne nommer que cet exemple-là, faute de temps, une personne qui présente un trouble psychotique induit qui perdure dans le temps, selon les lignes directrices, aura besoin d'un traitement formel avec une pharmacothérapie, entre autres. Et au même titre que lorsqu'on parle d'un trouble primaire, exemple une dépression majeure, un épisode dépressif caractérisé et qui présente aussi un trouble d'usage à l'alcool, ça ne veut pas dire que parce que nous avons un trouble primaire que nous ne devrions pas offrir de traitement de trouble d'usage parce que les deux troubles peuvent s'influencer mutuellement. Donc, qui dit flou diagnostique ne signifie pas ne rien offrir non plus. Donc, lorsqu'on a un flou diagnostique, il y a toujours une question de hiérarchie des priorités. Donc, sur quoi on va miser davantage pour pouvoir aider la personne avec qui on est en suivi. Donc, premièrement, l'évaluation de la dangerosité va être très importante, dangerosité pour soi ou autrui. C'est des situations d'urgence autres aussi. Avoir la chance d'avoir des rencontres pour préciser le diagnostic de façon périodique, donc des rencontres régulières. Établir aussi des objectifs avec le patient autant que possible, donc notamment les priorités, des symptômes les plus confrontants ou les plus difficiles pour l'individu, donc l'établir avec le patient, travailler sur le développement d'une alliance, va nous permettre de revoir la personne plus qu'une fois afin justement là, de clarifier les besoins ainsi que les diagnostics. Donc, les objectifs, comme je disais, établir avec le patient autant que possible, bien que souvent on a nos objectifs, ce qui est tout à fait adéquat, on le fait tous, mais ensuite les clarifier avec le patient et à faire, même si on n'a pas de diagnostic précis, afin justement de clarifier les besoins au niveau du fonctionnement, quels sont les symptômes les plus incapacitants, quelle est la situation psychosociale du patient et aussi de pouvoir travailler en réduction des méfaits ou autres objectifs plus spécifiques là, à la consommation. Et donc, tous ces points sont à revoir périodiquement avec le patient, notamment tant et aussi longtemps que le flou diagnostique ne se sera pas clarifié. Donc, l'alliance va être primordiale, notamment pour revoir le patient le plus régulièrement possible. Vous aurez la chance probablement d'avoir d'autres opportunités d'apprentissage sur finalement les qualités,
les aspects à privilégier pour maintenir cette alliance. Mais en résumé, on parle entre autres d'avoir une attitude ouverte, d'avoir un cadre qui puisse être flexible pour mais bien que pas absent, mais plus flexible pour cette population de patients, de valider la souffrance, d'avoir un partenariat avec le patient, puis d'ajuster les offres de traitement au stade de changement. Donc, voici en résumé, c'est un résumé très succinct de la complexité d'établir et de clarifier un diagnostic de trouble primaire versus induit.